Hello, ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et après avoir suivi une orientation par défaut, j'ai décidé de stopper mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Un lundi sur deux, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci change le monde, à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage donc les coulisses de ces personnalités, leur parcours, leur levier d'action et leur harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Paul. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Je suis super heureux de t'accueillir dans Échappée verte. Ça me fait vraiment plaisir parce que comme je te disais, je t'ai découvert via un journal que mes grands-parents m'avaient envoyé. Et donc, je suis super content de pouvoir échanger avec toi et approfondir le sujet de Carnot Computing. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours, comment est venue cette idée et la création de Carnot? D'accord, très bien. Je vais essayer de faire ça court. Écoute, moi j'ai 46 ans. Carnot, c'est une entreprise qu'on a lancée il y a 10 ans maintenant. Quasiment, on va fêter l'anniversaire bientôt. C'est parti d'une idée que j'ai eue il y a finalement un peu plus longtemps que ça, parce que c'était vers 2003-2004. Je travaillais dans un univers où il y avait énormément de serveurs de calcul. Donc, c'était dans une banque, dans ce qu'on appelle une salle de marché. Et j'étais sur les parties, on va dire R&D, sur la distribution des calculs. Et à titre personnel, j'aime souvent dire que je suis toujours passionné par les ordinateurs, c'est la machine en elle-même. Et je m'étais dit, ces serveurs de calcul, au lieu d'être tous centralisés dans des data centers qui consomment beaucoup d'énergie, et qui en consomment de plus en plus, ça fait que se confirmer, il y aurait possibilité de les répartir et les distribuer dans des bâtiments. Alors, pour quelles raisons? C'est que dans les data centers, en fait, ça dégage beaucoup de chaleur. Enfin, toute l'énergie consommée d'un côté en électricité termine sous forme de chaleur. Et dans les data centers, c'est un véritable problème. Alors que dans les bâtiments, la plupart des bâtiments d'habitation ou même de bureaux, en général, un des sujets, c'est le chauffage. Donc l'idée, c'était de répartir ces ordinateurs plutôt dans des bâtiments pour qu'on puisse en récupérer la chaleur. Il se trouve qu'il y a un autre élément technique, moi, qui était quelque chose technique, on va dire un peu un hobby avec les ordinateurs, c'est que j'adorais les ordinateurs silencieux. À l'époque, c'était pas toujours très courant. Maintenant, ils sont silencieux, mais à l'époque, ils faisaient souvent beaucoup de bruit à cause des ventilateurs. Donc, le meilleur moyen finalement de rendre ça silencieux et de dissiper naturellement la chaleur, c'était d'intégrer ça sous la forme d'un radiateur. Alors pourquoi? Parce que le mot radiateur est ambivalent. C'est-à-dire le mot radiateur, quand tu parles à un ingénieur ou quelqu'un qui fabrique des motos ou des voitures, le radiateur, c'est ce qui sert à refroidir le moteur. Alors que si tu parles à monsieur tout le monde ou madame tout le monde, le radiateur, c'est ce qui sert à chauffer. Mais en fait, c'est le même objet. Tu transfères la chaleur vers l'environnement. Et d'ailleurs, pour modéliser ça, il me semble que tu avais fait une conférence où tu avais fait la différence entre une résistance et finalement un processeur qui, les deux, prennent de l'électricité pour faire de la chaleur. Sauf qu'il y en a un qui traduit des informations dans d'autres informations qui a vraiment une utilité, donc le processeur. Tandis que la résistance, elle fait que de la chaleur et finalement, elle fait rien d'autre. Oui, tout à fait. En fait, j'expliquais, la résistance, c'est la machine qui ne sert à rien par excellence, qui ne fait que brûler par effet Joule de l'électricité, donc convertir de l'électricité en chaleur. Bon, ça a d'autres utilités, mais c'est son rôle principal. L'ordinateur, lui, fait un travail. Et en travaillant, il dégage de la chaleur. Comme toi, quand tu travailles, ton cerveau va dégager sans doute plus de chaleur. Mais c'est vrai de toutes les machines. C'est-à-dire que toute machine qui produit un travail, que ce soit une moissonneuse-batteuse, un moteur de voiture, etc., prend un carburant, qui peut être de l'essence ou de l'électricité, produit un travail et ce travail, une fois exécuté, la production de ce travail convertit l'énergie en chaleur. Donc, en fait, la chaleur, c'est une forme d'énergie qui est, on
va dire, la moins noble, mais dont on a quand même besoin aussi pour se chauffer. Donc, l'idée, c'était de dire, bon, bah, il y a une possibilité. Alors, ce qui est important, c'est pas juste de se dire, bon, on va répartir des ordinateurs dans des bâtiments pour les répartir dans des bâtiments. C'est aussi le fait que bah, le travail qui est exécuté peut être fait de manière différente, réparti de manière différente, plutôt que uniquement dans des data centers, même si aujourd'hui, bah, bien sûr, les data centers sont très importants. Complètement, parce que du coup, la difficulté, c'est que dans les data centers, ben, on regroupe tous ces ordinateurs et donc ils créent beaucoup de chaleur et en fait, on est obligé d'utiliser encore plus d'énergie pour refroidir ces radiateurs et tout crée finalement de la chaleur et c'est non productif. Exactement. Ok. Exactement. Alors, c'est non productif, c'est une façon de faire. Oui. Voilà, donc c'est juste que les data centers, il y a une utilité effectivement parfois de concentration parce qu'il peut y avoir des données qu'il faut concentrer au même endroit, etc. Quand tu fais ce qu'on appelle du calcul intensif, alors ça c'est le terme consacré pour tout ce qui est très gourmand en puissance de calcul. Hein. Il y a plein d'applications, on en parlera peut-être après. Mais ça, c'est des ordinateurs qui vont exécuter un calcul. Alors, ça peut être un calcul scientifique, ça peut être un calcul de plein de choses différentes, des calculs de corrélation entre des choses, etc. Ce qu'on appelle une tâche de calcul, bah, ça, c'est quelque chose où l'ordinateur il fait un travail, et une fois qu'il a terminé, il s'arrête et il peut passer à autre chose. Ok, très bien. Et juste ça se répartit très bien. Ça se répartit très bien. Voilà. Complètement. Et pour information, tu n'es pas revenu directement sur ta formation. Comment tu es venu sur l'informatique et notamment les données, le développement dans la banque, etc. Quel est avant ça justement le parcours? Oui. Alors effectivement, au départ j'ai une formation d'ingénieur et donc j'ai fait une spécialisation en électronique, en informatique. Après, j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage long aux États-Unis, à Chicago, dans une boîte de télécom. C'était très intéressant. C'était à l'époque du développement du Edge, etc. Donc ça, c'était une première expérience. Après, j'ai eu une expérience en montant une start-up avec des amis d'école. Donc, c'est eux qui montaient la start-up et puis moi, je les ai rejoints. C'était en l'an 2000, donc à l'époque, c'était juste avant que la bulle Internet n'explose. Mais c'était très enrichissant parce que c'était vraiment notre société. Donc, c'était une première expérience d'entrepreneuriat. Il se trouve qu'après, j'ai commencé un DEA dans le monde de la robotique. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et là, j'ai été contacté par le département R&D d'une banque. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des R&D dans des banques. Et puis, j'ai rencontré les gens de l'équipe. Et c'était des gens vraiment avec qui j'ai tout de suite eu des atomes crochus, des gens vraiment sympas et des passionnés d'informatique. Et puis c'était une époque un peu différente d'aujourd'hui. Hein. Et donc ça m'a tenté. Donc c'était pour travailler dans cet univers-là du calcul intensif et puis la modélisation, des choses comme ça qui sont assez intéressantes, enfin, surtout sur la partie technique, on va dire, de tout ça. Voilà, donc j'ai passé 6 ans. Oui, alors je ne suis pas revenu, effectivement, j'ai digressé un peu, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu, effectivement, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant à faire autour de ces ordinateurs, il y a des façons peut-être différentes d'approcher tout ça. Puis, après, j'ai voulu aller voir d'autres choses parce que cet univers-là, il y a eu un peu il y a eu la crise de 2008, etc. Et techniquement, ça m'intéressait un petit peu moins à l'époque. Et j'avais ce projet-là, j'avais d'autres projets aussi en parallèle. Je crois qu'on va parler un peu d'entrepreneuriat, mais moi, j'avais toujours eu des projets dans la tête. J'avais celui-là, à l'époque, je m'intéressais pas mal à l'émergence des Fab Labs aussi, qui était un sujet assez intéressant. Au final, j'y reviendrai, mais j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui et on s'est lancé dans ce projet qui était un peu le plus fou des différents projets. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. En fait, j'ai eu l'opportunité déjà de rencontrer mon associé actuel, qui était, on va dire, c'est un des éléments clés de la naissance de Carnot.
Et puis surtout, on a lancé des prototypes. Donc, surtout à l'époque, dans les années 2000, il y avait l'émergence aussi du do it yourself avec notamment l'apparition des Arduino, qui permettait de démocratiser aussi l'électronique, donc qui permettait de faire les premiers prototypes en fait de ces ordinateurs radiateurs. Donc en fait, on a fait un premier prototype, on est allé trouver des subventions aussi en région Île-de-France et avec la ville de Paris pour faire nos premiers prototypes. Et en fait, c'est en voyant les prototypes qu'on a décidé de créer l'entreprise. Voilà. D'accord, ok. Parce que tu étais encore dans ton travail et, non, j'avais quitté mon travail. Donc, j'avais quitté mon travail. Sur ta rencontre avec Miroslav et Oui. voir qu'est-ce qui t'a fait faire passer le pas tu travaillais dans la banque, ok, je me lance et je passe à l'action, quoi. Alors, écoute, du coup, moi j'avais vraiment décidé de monter quelque chose de toute façon. Donc j'avais quitté mon travail. À l'époque, il y avait les premiers espaces de coworking, notamment à Paris. Donc j'aimais bien y aller pour travailler. Comme je te disais, j'avais plusieurs projets en tête. Donc je réfléchissais un peu aux différents projets. Celui-là, ce qui est un peu particulier, c'est que, comme je te disais, c'est une idée un peu qui m'avait travaillé en 2003-2004. Mais c'était un peu farfelu à l'époque, en 2003-2004, c'était une idée comme ça rigolote. Par contre, là, en 2009-2010, j'avais recreusé le sujet et j'avais vu les modèles économiques des acteurs du cloud, qui aujourd'hui sont très connus. Donc c'est Amazon, Google, tu as OVH aussi. Et c'est des modèles économiques où tu voyais que finalement, si tu te ramènes à ce que c'est qu'un processeur, tu disais c'est quand même la machine qui fabrique le plus de valeur au monde, plus que n'importe quelle moissonneuse-batteuse ou n'importe quel avion, à partir du carburant qu'elle consomme, qui est l'électricité. Donc je me suis dit, il y a vraiment un truc à creuser. Donc j'ai un peu creusé le modèle économique pour voir que il y avait un vrai sujet. Alors, il y a le modèle économique qui est une chose, et puis il y avait aussi le modèle écologique. C'est-à-dire que on voyait émerger de plus en plus d'études, ça je regardais régulièrement depuis 2006, qui expliquaient que le numérique représentait une part de plus en plus importante de la consommation énergétique mondiale. En fait, quand tu regardais un petit peu en détail, tu voyais qu'on était sur ce qu'on appelle les lois un peu exponentielles, c'est-à-dire qu'ils voyaient que ça doublait à peu près tous les 5 ans la quantité d'électricité consommée par cet univers-là. Alors, ces études-là, il y en a plein, mais ce n'est pas toujours très précis, mais ça te donnait quand même une tendance. Même c'est une tendance que tu pouvais constater même depuis presque 40 ans, depuis la naissance de l'informatique. Il faut se souvenir, alors toi tu es assez jeune, mais au début de l'informatique, il y avait quand même je crois que c'était le patron d'IBM, c'était une légende, il ne l'a peut-être jamais dit, mais une légende comme quoi il disait il faudra 3 ordinateurs ou 4 dans le monde, ça suffira largement. Et maintenant, il y en a partout. Donc tu avais une loi où tu voyais bien que c'était une loi assez exponentielle et qu'on était déjà à pas loin de 1% de la consommation mondiale d'électricité. Donc, quand tu as quelque chose qui double tous les 5 ans et qui commence à déjà représenter 1%, tu te dis que dans quelques années, ça va devenir un véritable sujet. Donc tu avais à la fois le côté énergétique, écologique. Écologique, c'est un terme un peu général, je vais dire plutôt énergétique. Et puis, si tu veux monter une entreprise, il faut qu'il y ait aussi un modèle économique. Donc, la concordance des deux m'a fait me dire que en 2009-2010, ça devenait un sujet beaucoup moins farfelu qu'en 2003-2004. Et puis aujourd'hui, je veux dire, si tu vas te balader sur Internet en 2020, en ce moment, on parle un peu que de ça, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, tu vois, 10 ans plus tard, tu vois que c'est devenu 4 fois plus important comme problématique. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais savoir comment tu t'es dit, OK, il y a cette problématique. Qu'est-ce qui t'a donné envie personnellement de passer à l'action et de te dire j'ai envie de changer les choses?
parce que il y en a qui sont pas forcément conscients de ça et qui ne font rien, quoi. Et pourquoi toi tu avais cette sensibilité de te dire j'ai envie de régler aussi et de diminuer ce problème. Enfin, tu voyais ça comme une problématique à résoudre, quoi. Alors, je vais, comment te dire, je vais te présenter les choses un peu différemment. Moi, c'est surtout l'informatique. Il y avait Linux aussi qui était apparu dans les années 90. Tout ça, c'est des choses que j'ai toujours trouvé assez incroyables. Et puis, cette tendance d'avoir de plus en plus de puissance informatique, tu te dis, bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter, entre guillemets, ce progrès-là. Après, quel en est l'usage, ça, c'est un autre débat peut-être un peu plus philosophique. Mais disons que ma perception, c'est que si on ne trouvait pas des solutions alternatives, cette progression allait rencontrer un mur. Tu vois, donc, et puis à la fois, tu te dis, c'est mettre tout ça dans des usines qui sont centralisées, cachées que tu vois pas, etc. Ça peut pas tenir non plus une éternité. Le fait de se chauffer, on va dire, après pour dire les choses très simplement, le fait finalement d'avoir un ordinateur qui fait aucun bruit, qui fait des énormes calculs, tout ça en silence tout en te chauffant, je trouvais ça juste cool en fait. L'idée qui était derrière, c'était aussi de se dire cette chaleur, on peut en profiter gratuitement, puisqu'en fait, c'est le déchet d'un travail qui est fait pour quelqu'un d'autre que tu vas faire payer. Donc, la démarche, c'est pas purement un dogme écologique, c'est aussi se dire voilà, il y a d'autres façons de faire. Et puis, après, il y a aussi le fait de se dire c'est ma maison qui va produire peut-être mes propres calculs demain. Tu vois, aujourd'hui, il y a des sujets qui émergent aussi qui sont des vrais sujets, des sujets de vie privée. Le fait de dire tout ça c'est fait chez moi. Enfin, tu vois, par exemple, les données de ta voiture, tes données personnelles, si elles étaient plutôt traitées chez toi que quelque part on ne sait où, ça peut être bien aussi. Donc, il y avait aussi cette perspective-là. Donc, aujourd'hui, nous, on fait des calculs pour des tiers, mais tu peux tout à fait imaginer demain que ta maison elle fasse des calculs qui te concernent. Donc, ça va être des sujets de plus en plus prégnants. Hein. Il y a des gens qui soulèvent ces sujets-là. Ouais, complètement. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est un sujet qui m'intéresse énormément aussi. Et je voulais du coup que tu reviennes sur le développement de Carnot et aujourd'hui ce que c'est Carnot concrètement. Qu'est-ce que vous créez et quelle est vraiment l'utilité pour les usagers et les professionnels des entreprises? D'accord. Alors, déjà, oui, donc, l'entreprise, on l'a créée. Alors, comme je te disais, et c'est un point important, donc j'avais ce projet-là à l'époque, que j'avais un peu creusé par moi-même, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Miroslav, mon associé d'aujourd'hui. Donc, par mon épouse, en fait, ils se connaissaient par la paroisse, en fait, hein, pour te dire. Du coup, je le rencontre. Alors lui, il était gérant d'une société c'est un bureau d'études de mécanique et d'électronique et qui accompagne les entreprises pour faire des prototypes, de la R&D, des choses comme ça. Et donc j'arrive, je lui présente un peu l'idée générale. Et puis je m'étais intéressé un peu au transfert de chaleur. Alors pour l'anecdote, c'était assez drôle parce que j'avais trouvé dans la rue une caisse enregistreuse qui avait été jetée à la poubelle. Donc, c'est un ordinateur, en fait. Hein, à l'intérieur, en général, il n'y a pas de ventilateur parce que c'est assez fragile. Donc, il y avait un système de transfert de chaleur à l'intérieur. Donc, je l'avais démonté. Puis, je l'avais amené au premier rendez-vous avec Miroslav en lui expliquant voilà, en fait, il faudrait adapter ça en plus gros pour un plus gros processeur. Donc, je lui explique tout ça. Et puis, il me dit bon, il faut poser un dossier pour essayer de trouver des financements pour faire un premier prototype et puis on se lance. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc là, après, j'ai posé des dossiers, j'ai posé un brevet aussi. Donc ça, c'est un point aussi qui fait partie parfois de la vie d'une entreprise. On a fait ces premiers prototypes et puis tout d'un coup, on avait une barre qui chauffait sans faire le moindre bruit. C'est là qu'on a décidé
de s'associer. Donc ça, c'était en 2010, enfin 2010-2011, le temps de créer l'entreprise. Et ça s'est fait comme ça. Donc après, on s'est associé. Donc lui, comme avec son entreprise, en fait, ça m'a permis qu'on développe. Enfin, ça nous a permis de développer, d'aller un peu plus loin. Alors dans le domaine, tu as ce qu'on appelle les pré-maquettes, maquettes partielles, maquettes fonctionnelles, etc. Donc ça, c'est un jargon du prototypage. Et on a avancé comme ça jusqu'à ce qu'on ait vraiment un radiateur complet. Alors, qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui, mais on avait une première maquette. Un bon prototype. Voilà, un bon prototype. Alors ça, c'est la partie matérielle. Par contre, ce qu'il faut avoir, donc c'était un radiateur et l'objectif, c'était de faire vraiment quelque chose qui, vu de l'extérieur, se comporte comme un radiateur, c'est-à-dire avec un thermostat, tout en faisant des calculs pour des tiers. Donc il y a toute une partie aussi logicielle. Donc on avait fait un premier prototype logiciel aussi, où en fait on avait des ordinateurs radiateurs, on avait plusieurs prototypes et on lançait des calculs de films d'animation, donc avec un logiciel open source qui s'appelle Blender. Donc là on avait quelque chose d'assez fonctionnel, même si c'était un peu à l'état de prototype avancé, qui nous a permis en fait de commencer à aller prospecter des clients potentiels, en expliquant voilà ce qu'on peut faire. Voilà, on peut faire des calculs. Regardez, on peut faire des calculs de 3D. Donc, si on peut faire des calculs de 3D, on peut faire aussi vos calculs. Et ça nous a permis d'avoir notre premier contrat. Et ensuite, on est aussi allé voir des acteurs du monde du bâtiment pour dire on pourrait vous chauffer gratuitement avec ce système-là, vous achetez les radiateurs, et puis après, nous, derrière, on paye l'électricité de ces radiateurs. Donc après, les gens sont chauffés gratuitement. Donc ça nous a permis de commencer à avoir une démarche commerciale. Là, on était plutôt fin 2012, début 2013. Donc c'était marrant parce que c'était c'est des démarches commerciales qu'on faisait avec des prototypes. Mais il y a eu quand même des gens que ça intéressait parce que c'est un sujet que les gens voyaient sous plusieurs angles. Alors notamment parmi les gens qui faisaient du calcul, ils voyaient aussi que le modèle du data center, c'était bien, mais c'était compliqué aussi, c'était très cher, très coûteux, etc. Donc on a pu développer nos premiers contrats comme ça. Donc là, vous avez bien testé votre marché, vous avez pu valider vraiment l'offre et les différents partenaires, les différents angles d'attaque et aussi, du coup, j'imagine, le modèle économique. Parce que ce que tu disais, du coup, c'est que pour les particuliers et les personnes qui installent un radiateur, pour eux, après, la consommation du radiateur leur est, entre guillemets, offerte parce que vous avez un autre moyen de revenu. Parce qu'en fait, les gens sont chauffés par la chaleur dégagée par un calcul d'un client. Donc, effectivement, on a choisi ce modèle économique. On pourrait en avoir d'autres. Hein. D'ailleurs, même aujourd'hui, on a d'autres façons de faire. On peut revendre la chaleur. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Mais oui, il faut avoir en tête, c'est vrai que beaucoup de gens nous disent « Ah oui, c'est un modèle très… on entend ça partout en rupture, etc. » Mais c'est vrai que c'est une façon de penser le truc un peu à l'envers, hein, de se dire je vais refaire un peu l'architecture de l'ordinateur. Donc c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens nous disaient c'est un peu farfelu. Puis quand tu vas avoir un client qui a l'habitude de travailler dans des data centers, et que toi tu arrives en disant je vais faire des calculs dans des radiateurs répartis à droite à gauche, et en parallèle tu vas voir des gens en disant je vais vous chauffer avec des ordinateurs, il y a du boulot, quoi. Enfin, c'est-à-dire que… et ça, je pense que c'est souvent quelque chose que tu vas rencontrer quand tu as une idée un peu à l'envers, on va dire. C'est que tu es obligé un peu de faire toute la chaîne toi-même. Il y a des gens qui nous ont dit vous pourriez fabriquer juste le radiateur et puis après les gens se débrouillent. Mais si tu dis si tu dis à un client qui travaille, je sais pas, dans une banque ou dans un labo de recherche, il y a des radiateurs, débrouille-toi. Et puis surtout, quand Madame Michu baisse le chauffage, il faut que tu fasses moins de calculs. Il va te dire j'ai pas que ça à faire non plus. Donc c'est pour ça que c'est un travail aussi assez long et beaucoup de R&D. Et la valeur, elle est pas en soi dans le radiateur lui-même. Elle est dans l'approche de régulation. Donc elle est beaucoup dans le logiciel. Aujourd'hui, notre entreprise, c'est dans la partie
partie ingénierie, c'est 80% de gens qui travaillent dans le logiciel pour justement répartir les calculs. Donc, c'est toujours important de voir où est finalement la valeur. Le réel produit, ou du moins la Voilà. réalité parce que là, finalement, comme tu disais, le produit en lui-même de créer un radiateur qui chauffe, physiquement parlant, c'est Oui, pas quelqu'un. mais par contre, C'est pas exactement. Il y a d'autres entreprises qui se sont montées un peu. Au début, personne ne nous connaissait. On a fait le premier article est sorti dans les journaux vers 2012. Après, il y a d'autres entreprises qui ont commencé à se créer vers, je crois, 2015 par là, mais ils ne s'intéressaient que à l'aspect matériel. Et finalement, ça n'a pas forcément percé parce que si tu fournis un matériel sans la plateforme, c'est pas forcément ça qui crée la pérennité de la fonction. Voilà. Donc ça, c'est un point, je pense, c'est un point assez important. Ouais. Complètement. Ouais. Et donc, en résumé, si tu peux définir Carnot aujourd'hui, le rôle dans la gestion de données, les différents potentiels partenaires que vous avez, à qui ça s'applique en fait? Parce que par exemple, moi, je veux développer une appli mobile, ça ne va pas forcément répondre à mes besoins parce que c'est vachement particulier aussi comme gestion de données. Oui. Tout à fait, oui. Alors, on est dans un domaine particulier qui s'appelle, en français, c'est ce qu'on appelle le calcul intensif. En anglais, on appelle ça High Performance Computing. Ça s'applique à tous les gens qui ont des tâches de calcul qui sont assez gourmandes sur un ordinateur. C'est pour ça, en général, c'est des tâches qui font chauffer en général pas mal ton ordinateur. Donc, ça s'applique à beaucoup de domaines de recherche. Donc, beaucoup dans le domaine de ce qu'on appelle la simulation. Donc, si par exemple tu veux simuler une aile d'avion, tu peux simuler par exemple la conformation même des protéines. C'est un sujet en ce moment qui fait beaucoup parler de lui sur aussi les recherches dans le monde des médicaments, dans les recherches, par exemple, en ce moment on travaille sur beaucoup de sujets comme des recherches en mécanique des structures. Donc, tu vois, par exemple, là, avec Notre-Dame, par exemple, il y a pas mal de points sur ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de domaines d'application comme ça. Donc, c'est des calculs qui demandent beaucoup de ressources informatiques. Okay. C'est fascinant. Ouais. Donc, nous, par exemple, on a monté en interne ce qu'on appelle le QLab, qui justement va explorer les nouveaux domaines d'application en privilégiant les logiciels open source aussi, parce que on pense que c'est aussi assez intéressant de montrer aux gens à quoi tout ça peut servir. Tu vois, par exemple, le sujet de Notre-Dame est très très riche parce que il y a des calculs de structure. Là, par exemple, avec un labo de recherche du CNRS, on a fait des simulations sur les incendies à Rome sous l'Antiquité. Voilà, donc c'est plein de domaines d'application où finalement, aujourd'hui, la puissance de calcul, les gens peuvent avoir Linux chez eux, des logiciels open source qui font ce genre de choses. Donc, ça, c'est un domaine qui se démocratise beaucoup. Donc, on pense que c'est bien de communiquer sur ça. Ouais, c'est fascinant. Et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'il peut y avoir des modèles d'application où on serait plus sur du stockage de données? Parce que là, c'est du coup du calcul et de la gestion, c'est-à-dire qu'on envoie une information, il la traite, il la renvoie. Est-ce qu'on peut imaginer potentiellement des radiateurs qui stockent des données comme du cloud, un site web ou des choses comme ça? Alors, le stockage, tu peux imaginer faire du stockage dans les bâtiments. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant, surtout d'un point de vue de la confidentialité des données. Enfin, notamment, par exemple, les données, si tu as des capteurs chez toi, je pense que c'est la meilleure solution, c'est que ça soit stocké chez toi. En revanche, le stockage, lui, d'un point de vue thermodynamique, on s'appelle Carnot, c'est en hommage à la thermodynamique de Carnot, mais peut-être faut que tu vois ça comme une moissonneuse-batteuse, c'est-à-dire que le stocker du grain, c'est pas ça qui va dégager de la chaleur. C'est le traitement en général qui dégage de la chaleur. Donc, sur cet aspect-là, le
le stockage n'est pas extrêmement intéressant. En revanche, c'est très intéressant, et ça c'est une des choses qu'on fait nous, dans notre partie logicielle, c'est que le stockage soit fait de manière intelligente, de telle sorte que quand il y a un traitement à faire, les données soient disponibles localement pour éviter beaucoup de transit réseau. Même si aujourd'hui le réseau avec la fibre devient de plus en plus performant. Donc le fait de c'est parfois, même souvent, beaucoup plus intéressant d'aller déplacer la donnée à un endroit où il peut y avoir un calcul et puis d'envoyer les résultats. Mais pas toujours. Hein. Si c'est des petits calculs, il vaut mieux les faire sur place. Puis aussi, tu peux avoir des cas. Alors, je prends un cas qui n'est pas celui de Carnot, mais si c'est par exemple ta voiture maintenant, les voitures font de plus en plus de calculs, entre guillemets. C'est plus sûr que ça soit fait dans ta voiture plutôt que de passer par le réseau. J'imagine. Ok, super. Je voulais juste aussi revenir, pourquoi pas, sur ta vision du coup long terme et de Carnot, et aussi voir quand tu as commencé Carnot, est-ce que là où tu en es aujourd'hui, c'était ce que tu visualisais, et voilà, du coup, le futur aussi de Carnot, qu'est-ce que tu vois? Écoute, à l'époque, quand j'ai rencontré Miroslav et puis quand on s'est lancé, non, j'ai pas du tout imaginé que ça se développerait comme ça. Aujourd'hui, ce qui est notre grande fierté, c'est qu'on a mis beaucoup de temps quand même à obtenir et à être reconnu par des normes. Donc en France, il y a beaucoup de normes, mais pas qu'en France, hein, mais pour être considéré comme un chauffage entre guillemets écologique. Hein. Une autre fierté aujourd'hui, c'est qu'avant on parlait d'ENR, hein, donc d'énergie renouvelable. Maintenant, depuis peu, maintenant on parle d'énergie renouvelable et de récupération. Donc quelque part, j'ai envie de dire ça y est, ça y est, c'est rentré dans les mœurs et là-dessus, Carnot est vraiment pionnier, et puis aujourd'hui, il commence à y avoir aussi des entreprises qui commencent à travailler justement sur cette récupération de chaleur des ordinateurs. Donc pour moi, et puis le calcul intensif ne fait que s'intensifier, hein, donc pour moi, il y a vraiment effectivement un rôle de plus en plus important à jouer. Alors, nous, on faisait des radiateurs uniquement au départ. L'année dernière, on a lancé une chaudière qui s'appuie plutôt sur qui chauffe de l'eau au lieu de chauffer directement l'air. C'est le sens de l'histoire aussi. Hein. C'est comme si tu regardes les mobylettes, les motos, etc. Au départ, les voitures étaient refroidies à air, hein, et après, les circuits de refroidissement sont liquides. Donc, ça ouvre aussi beaucoup de voies. On a énormément progressé sur le design mécanique, thermique du dispositif aussi, donc et aussi pour rendre le modèle économique, parce que dans le modèle économique, il n'y a pas que la machine et sa fabrication, il y a aussi toute son exploitation, sa maintenance, son remplacement, etc. Donc voilà, on sent que c'est quelque chose sur lequel on est de plus en plus en maîtrise du sujet. Donc voilà, on est en pleine croissance et on est ravis. Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que je voulais que tu nous exposes aussi ton point de vue sur les levées de fonds que vous avez fait à travers Carnot, et notamment récemment en février, en début d'année. Oui, alors on a fait plusieurs levées de fonds. On a une entreprise qui a 10 ans. Alors souvent, j'aime bien dire que ton auditoire, ce sont des jeunes entrepreneurs. La levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Si des gens ont des projets, surtout ce qui est important, c'est de s'attacher d'abord au projet lui-même et puis le développer, faire ses premiers prototypes. Nous, on a réussi à se développer quand même. Tu vois, on a monté l'entreprise en 2010. La première levée de fonds, on l'a fait début 2014. Parce qu'on a réussi à tourner sur fonds propres au départ. Alors, on avait trouvé des subventions pour faire les premiers prototypes,
pour pouvoir aller démarcher nos premiers clients, etc. Il se trouve que la première levée de fonds, on l'a faite, c'était une levée de fonds de 2 millions d'euros, on l'a faite avec ce qu'on appelle des business angels en janvier 2014. Elle était nécessaire parce que là, il y avait un développement matériel avec des investissements à faire parce qu'on déployait notre premier site. Donc, c'était un bâtiment de logements sociaux à Paris. Bon, il y avait besoin de fonds pour produire. À l'époque, c'était 320 radiateurs. Donc, il y avait des investissements à faire. Donc, c'est là qu'on a fait notre première levée de fonds. On en a fait une deuxième en 2016 et là aussi parce qu'il y avait un besoin de croissance sur l'aspect logiciel. Donc ça a été une deuxième levée de fonds importante pour nous et ça nous a permis de progresser énormément sur l'aspect logiciel et développer notre clientèle dans les deux secteurs que je t'évoquais de l'époque qui étaient la 3D et le secteur bancaire. Cette année, on a bouclé une levée de fonds aussi, alors là avec plusieurs investisseurs, à la fois ce qu'on appelle les investisseurs à impact et des investisseurs institutionnels, donc là un peu plus conséquentes, pour là justement pouvoir recruter une force commerciale beaucoup plus importante, développer plus de sites. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent des investissements. Voilà. Donc la levée de fonds, ça fait partie de la vie des entreprises comme la nôtre. Oui, c'est un exercice sur lequel il faut travailler. Voilà. Et disons que c'est pas le premier sujet. Parce qu'après, bien sûr, ça permet de se développer. Alors là, par exemple, on a fait cette levée de fonds, on l'a bouclée en mars, début mars, on a eu de la chance, on l'a bouclée juste avant le confinement. Ça nous a permis de recruter beaucoup de monde. En début d'année, je pense qu'on était moins de 25 et on va être pas loin de 50 à la fin de l'année. Donc c'est aussi, ça c'est une nouvelle aventure. Là, on est très content, ça se passe très bien. On essaye de conserver l'esprit de l'entreprise. Quand tu grossis, c'est toujours un peu un sujet. Après, voilà, l'investissement, ça t'oblige aussi à voir aussi un peu les choses différemment. Tu es plutôt seul dans le bateau. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut mesurer. Il ne faut pas que ça soit le sujet premier de l'entreprise. L'entreprise, au sens premier du terme, l'entreprise, c'est d'abord une entreprise, c'est-à-dire un acte d'entreprendre, souvent collectif. Donc j'ai envie de dire, voilà. Le premier sujet, c'est déjà sa passion personnelle pour le sujet, et l'association aussi, quand même, de trouver. Je pense que aussi c'est très très important de trouver un partenaire, un associé avec qui tu vas pouvoir aussi travailler sur le long terme. C'est ça. Mais en fait, en plus, ce que je trouve super, c'est que moi, en fait, je suis assez partagé sur l'innovation parce que quand on parle d'innovation, souvent, il n'y a pas forcément de réelle utilité, entre guillemets, derrière. C'est plus histoire d'innover, d'inventer un nouvel usage, de disrupter des marchés, etc. Alors que, du coup, je me posais la question est-ce que les projets à impact, finalement, ils sont voués à ne pas innover et juste utiliser ce qui existe pour le faire de manière plus utile ou plus logique. Et dans le cas de Carnot, je trouvais ça génial parce qu'en fait, vous avez réussi à créer un usage qui est utile, qui répond à un besoin et à une problématique notamment environnementale, et tout en innovant parce que votre modèle, il n'existe pas. Et certes, vous avez utilisé des choses qui existaient, donc des processeurs qui créent de la chaleur, etc., et l'usage d'un radiateur, mais l'innovation, elle est dans le concept. Et comme tu disais, les gens trouvaient ça farfelu au début. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un point d'innovation, mais qui aussi répond à un enjeu environnemental. Oui, écoute, moi, avec Carnot, bon, tu vois, on est allé 3 fois au CES
Las Vegas parce que c'est un peu le passage obligé. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent assez surprenant parce que c'est là que tu rencontres le plus de Français en allant là-bas. Bon, là-bas, l'innovation, t'en manges matin, midi et soir. Tout le monde a que ce mot-là à la bouche. C'est disruptif, innovant, etc. Alors, il y a plein de choses assez incroyables aussi qu'on voit là-bas. En général, ils aiment bien montrer les projets un peu les plus dingues aussi. Mais je pense que c'est pas vraiment, enfin, c'est pas une fin en soi, l'innovation, c'est pas une fin en soi. Tu vois, même l'écologie, c'est une conséquence. Tu vois, moi, je pense souvent, les gens, ils font quelque chose qui va marcher parce qu'ils sont passionnés par ça et qu'ils vont essayer de le faire bien et que ça marche. Tu vois, par exemple, c'est aussi important que l'objet plaise aux gens, que les gens adhèrent au sujet, qu'ils comprennent le sujet, etc. Donc, oui, effectivement, dans l'innovation, tu vois plein de choses où c'est vrai que les gens, ils ont envie des fois de monter leur entreprise, donc ils cherchent absolument comment créer une nouveauté. Tu vois, c'est un peu prendre le problème à l'envers, c'est que tu regardes quelque chose en disant tiens, je vais créer une nouveauté. C'est vrai qu'avec le recul, Carnot, c'est pas quelque chose où c'était une idée au départ en soi, tu vois, et puis après ça a mûri, on se dit en fait c'est une bonne solution. Moi j'aime bien souvent quand tu regardes l'histoire de l'informatique, au début les gens, les ordinateurs, ils savaient pas. Quand il y a eu l'ordinateur personnel qui a commencé à émerger, personne ne savait vraiment à quoi ça pouvait servir. Tu avais des passionnés comme Steve Wozniak, qui était l'ingénieur de Steve Jobs, qui était complètement passionné et il était dans des clubs où ils essayaient de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces machines-là assez fascinantes. Comme tu as des gens qui sont passionnés, il y en a moins maintenant, mais qui bricolaient leur mobilette parce qu'ils aiment cette machine qui est le moteur à explosion. Donc, moi, je trouve souvent c'est ça qui est plaisant. Après, si tu t'intéresses au moteur à explosion, tu as des gens qui vont essayer de regarder comment tu peux le faire un peu différemment à ta façon. Voilà. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'innovation, on en bouffe un peu tout le temps, et puis c'est pas en faisant des incantations que ça va bouger. Après, des fois, moi, je trouve qu'il y a plein de choses passionnantes aussi aujourd'hui avec le monde de l'open source. Ça, c'est une vraie rupture. Il va y avoir des sujets pour demain aussi qui sont la fabrication aussi, les matériaux qui sont utilisés. Ça va aussi être des enjeux importants pour demain. Ok, complètement. C'est trop cool. C'est vrai que c'est pas évident et des fois, on a l'impression que les gens veulent juste innover pour innover alors que derrière, il peut y avoir des innovations qui ont sans le faire exprès finalement, ou c'est juste par passion, etc. Donc c'est super intéressant. Et d'ailleurs, je voulais finir entre guillemets sur Carnot. Tu parlais de l'histoire et d'anciennes entreprises, projets, et on pourrait peut-être aussi revenir sur finalement la création de Carnot, le nom Carnot. Comment vous l'avez choisi? Alors le nom de Carnot, donc Carnot, c'est écrit Q-A-R-N-O-T, donc ça vient de Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique, donc ça date, c'est un jeune homme alors son nom est assez connu parce qu'il y a plein d'avenues Carnot, mais c'est pas lui, c'est son neveu, je crois. Lui, c'était celui qui a vraiment fondé la thermodynamique en 1830 à peu près. Et s'il n'était pas arrivé, on n'aurait certainement pas toutes les machines qu'on a aujourd'hui. Donc lui, il a fait toute la théorie sur le monde des machines. Et le processeur, finalement, répond encore plus à ce qu'il avait vu à l'époque. Ça soulève plein de questions autour de la théorie à la fois de l'énergie et à la fois la théorie de l'information, qui sont deux choses assez liées. Les gens ne s'en rendent pas toujours bien compte, mais on voit que s'il n'y a pas d'énergie, l'information, on ne peut pas la traiter. Bon, bref. Donc ça vient de là. Alors, c'était une idée que j'avais en tête, cette comparaison entre le processeur et les machines. Et puis, quand tu dois chercher une entreprise,
un nom d'entreprise, c'est pas toujours évident. Si jamais tu as l'occasion, tu verras que c'est assez compliqué entre les noms qui sont pris, etc. Donc je m'étais dit, bon bah tiens, on va prendre Carnot et puis on va mettre un Q pour le Q, c'est le symbole de la chaleur. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le nom de l'entreprise. Et puis c'est un peu un hommage aussi au fait que, bah, comme tu l'évoquais, tu vois, l'innovation, on a toujours l'impression que l'innovation, c'est la Silicon Valley, c'est les nouvelles applis. Je sais pas quoi. Alors maintenant, je sais qu'il y a plein de trucs, de réseaux sociaux, toujours plus dingues les uns que les autres, mais les ruptures, elles arrivent. Tu vois, il y en a eu dans l'histoire. La révolution qui a déclenché, enfin, il n'est pas tout seul, hein, mais qui a déclenché Carnot au 19e siècle, elle est complètement incroyable, comme enfin, tout ce qui a suivi sur les moteurs à explosion, mais ça a été vrai aussi de plein d'autres choses. Hein. Tu peux prendre, quand il y a eu les machines à tisser, tout ça, ça a été des révolutions, alors avec des conséquences à la fois positives et puis à la fois parfois peut-être qui ont, enfin, ça a fait des bouleversements, on va dire. Hein. Donc, j'aime bien des fois montrer, il y a des photos, il y a des vieilles photos de salons de l'innovation, entre guillemets, donc, qui étaient les expos universels au tout début du XXe siècle. Donc, tu vois, au Grand Palais avec des ballons dirigeables à l'intérieur, tu te dis, c'est presque encore plus impressionnant que le CES de Las Vegas. Donc, ça permet de prendre du recul aussi sur l'innovation. Enfin, Okay. Ouais, donc, je pense que c'est bien aussi de voir les choses, de regarder dans le contexte les autres époques. Ouais. Complètement. Ok, ça marche. Et c'est trop bien. Enfin, ça m'intéressait vraiment de voir ça avec toi. Et sans transition, je voulais voir avec toi aussi d'un point de vue harmonie personnelle. Il me semble que tu as une famille et du coup, comment tu gères ton temps? Est-ce que tu es épanoui entre guillemets sur le fait d'être équilibré entre ta vie pro et perso? Et je trouve ça trop bien parce que toi, tu as entrepris avec passion et par rapport à un projet qui portait un réel intérêt pour toi. Et donc, ça amplifie ton bien-être, si je puis dire, et ça fait que tu es plutôt harmonieux, je pense. Bah, écoute, oui, alors c'est un équilibre à trouver. Bon, moi, j'ai 4 enfants, donc je suis aussi assez occupé par ma famille. Hein. Mais disons que le fait de monter ton entreprise, bah, du coup, après, comment dire, ça occupe ton esprit beaucoup. Donc, tu vois, j'ai tendance à dire souvent, pour rigoler, mais tu vois, tu vas croiser des gens qui vont au travail et quand tu arrives le vendredi, les gens vont dire bon, ah, cool, c'est enfin vendredi, et puis bon, bah, toi, c'est c'est déjà vendredi, tu vois, bon, il y a un peu ce côté-là. Après, bon, c'est vrai que tu y penses, tu vois, tu y réfléchis le week-end, le soir, etc. Mais voilà, c'est comme ça devient ton projet un peu plus personnel. C'est pas, enfin, on va dire, c'est assez agréable, enfin, tu vois. Alors après, tu peux avoir ça aussi dans des grandes entreprises. Enfin, tu vois, alors aujourd'hui, on sent que c'est un peu plus compliqué. Enfin, les temps sont un peu plus difficiles en 2005 par là, mais moi, je trouve que même dans les grandes entreprises, c'est un point important. Moi, j'ai toujours ce souvenir quand j'ai intégré ce département de R&D, j'étais avec plein de gens passionnés, donc on avait plein aussi d'idées perso. Même le week-end, des fois, on allait ensemble. Moi, j'ai un copain avec qui on était allé dans une casse informatique parce qu'on voulait chercher, il y avait un modèle d'ordinateur qui nous intéressait. Mais voilà, on faisait ça à titre personnel, mais et à la fois, c'est des choses qui nous nourrissaient aussi pour proposer des nouvelles idées. Donc voilà, c'est un équilibre. Enfin, c'est vrai qu'en montant ton entreprise, voilà, après, tu es sur un sujet où tu peux à tout moment y penser. Et puis, voilà, c'est un équilibre, différent. Ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément d'être entrepreneur qu'on doit avoir un équilibre, c'est que de toute façon, quoi qu'on ait comme vie, quand on a une passion particulière ou autre,
on peut très bien passer notre temps à y penser et ça, c'est pas forcément le fait d'avoir créé une entreprise, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc après, bon, je pense que c'est pas de plein de gens, hein, mais disons que pour prendre encore la chose à l'envers, avant même d'avoir créé de toute façon Carnot, ça m'arrivait régulièrement d'imaginer ce que serait un radiateur ordinateur, tu vois. Donc des fois, je dis aux gens, tu sais, dans la vie, t'as ta vie personnelle, familiale, tu as aussi tes amis à toi, tu as tes collègues de travail. Et si tu arrives un peu à concilier aussi, tu vois, par exemple, tes projets personnels avec un projet d'entreprise, c'est génial. Donc, tu vois, si par exemple, tu es passionné d'un sujet et que tu peux en faire finalement, Un même si c'est projet, un hobby, et puis que finalement tu te dis, tiens, j'arrive à en faire un projet et une entreprise, en fait, tu vois, c'est tout bénef, quoi. exactement. Exactement. Et on arrive aux questions de fin. Je voulais premièrement te demander ta vision un petit peu optimale, optimiste de la tech, de manière générale, sur les données ou même la tech en général, pas que l'informatique et les données, mais aussi matériel. Euh, Comme tu disais, ben, finalement, la sécurité, la protection des données, potentiellement ben, du stockage interne, local, etc. Quelle est ta vision un peu idéale sur ce sujet, si tu veux? Aujourd'hui, on vit une époque assez frénétique, on va dire, sur l'Internet, les smartphones, etc. Tu vois, donc les choses vont très, très vite. Les gens consomment beaucoup de numérique. Et on ne sait pas trop jusqu'où ça s'arrêtera, comme on dit. Donc, moi, ma vision, c'est que c'est quelque chose qui doit être démocratisé, partagé, maîtrisé par la plupart de nos concitoyens pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc moi, enfin, le monde, alors moi je prends le monde de l'informatique parce que c'est vrai que c'est celui qui est le plus visible, mais ça va arriver aussi avec le monde des machines. Mais tu vois, par exemple, il y a des choses comme il y a les imprimantes 3D, il y a les Fab Labs qui sont aujourd'hui très développés. Donc, tu vois, aujourd'hui, bon, il y a des enfants, mais tu peux, enfin, un jeune même de 10 ans, tu lui montres une imprimante 3D, il est passionné et ça va lui donner envie d'apprendre, de comprendre, de pouvoir. Et puis ça soulève des sujets qui sont pas simples. Hein. L'informatique, c'est pas simple. Ça va lui donner l'envie de dessiner, de designer, comme on dit en anglais, mais de dessiner. Puis bon, après, ça peut lui donner envie de faire des maths, etc. Donc c'est à la fois c'est une source de savoir, de connaissances et de savoir-faire très, très importante. Donc ma vision optimiste, elle est dans cet axe-là, c'est-à-dire de démocratiser, de faire des choses qui parlent aux gens. Enfin, tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure de Notre-Dame. Tu vois, tu vas voir. Il y avait pendant les journées du patrimoine, il y avait une démonstration des compagnons du devoir devant d'assemblage d'une charpente. C'est largement aussi impressionnant que beaucoup de choses hyper high-tech, parce que tu te rends compte qu'il y a un savoir-faire colossal pour faire un truc qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut. Et malgré ça, tu te dis, c'est marrant parce que la tech est totalement absente de ça, ce qui est à la fois très bien. Et puis à la fois, tu te dis, c'est marrant parce que la tech ne te permet pas forcément de comprendre la complexité de ces choses-là. Et je pense que tu vois, il y a aussi un domaine pour essayer de. Aujourd'hui, on a des outils incroyables, donc autant s'en servir pour plein de choses passionnantes comme ça. Donc,
Donc, je pense voilà, c'est la vision optimiste, elle est justement sur l'utilisation intelligente et partagée de ces outils-là. Donc, l'open source. et pas l'inverse. Ok, super. Ben, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et ensuite, je voulais te demander, dernière question, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité aujourd'hui chez Carnot et qu'est-ce que des points à améliorer ou des choses que tu travailles pour que ce soit encore mieux, quoi. Bah, écoute, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que, bah, tu vois, c'est une aventure qui a démarré, on va dire, tout seul, puis rapidement à deux avec mon associé. Et puis, bon, bah, avec les années, il y a eu, l'équipe a grandi. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est une équipe, enfin, un peu comme une famille, tu vois. Et le fait que il y a des gens qu'on a recrutés il y a quelques années et que finalement, tu te rends compte que les gens maintenant enfin, tu vois, font avancer l'entreprise au sens premier du terme et que finalement, tu vois que les gens prennent les sujets, s'approprient le projet en lui-même et que finalement, c'est quelque chose qui se répand au sein de l'entreprise. Ça, c'est très plaisant. Enfin, tu vois, quand tu commences à avoir finalement, au début, tout le monde te demande comment on fait, etc. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est les gens qui disent bon, on va faire comme ça. Et puis tu te dis, tu vois, nous, aujourd'hui, on a un directeur technique, il est totalement autonome, mais c'est lui qui propose des idées auxquelles tu n'as pas pensé. Donc, finalement, c'est plus grand que toi. Donc, ça, c'est super. Voilà, après, je te parlais tout à l'heure du QLab qu'on a développé, où justement, c'est quelques personnes qui sont des ingénieurs plutôt en recherche, qui vont explorer plein de nouveaux domaines où on peut utiliser la puissance informatique. Donc, il y a des sujets sur la météo, il y a des sujets dans tout. Hein, là, je te parlais tout à l'heure de sujets autour aussi de structures de bâtiments. Enfin, c'est des choses où, à l'époque, on se disait, peut-être un jour on en fera, et puis là, aujourd'hui, on en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très plaisant. Après, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer c'est toujours dur à dire. Bien, on a plein de choses à améliorer. On pourrait aller plus vite. Aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est pas vraiment évident, mais en ce moment, tu vois, le contexte n'est pas toujours simple. Donc, c'est plutôt du côté de nos partenaires et nos clients. Donc, c'est pas toujours facile de maintenir la relation efficacement en ce moment. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans le monde des services numériques. Donc, ça va avoir tendance à se développer. Donc, ce qu'on aimerait améliorer, c'est de concilier à la fois des services numériques tout en ayant la capacité à rencontrer les gens. Donc ça, j'espère que le plus vite possible, ça va pouvoir reprendre. Non, écoute, c'est dur à dire. Il y a plein de choses qu'on aimerait améliorer. Voilà, mais c'est dur de savoir à l'avance parce qu'il y a des fois des choses où, avec le recul, on s'est dit, tiens, on aurait pu. À l'époque, on se disait, tiens, on aurait fait autrement. Et finalement, avec le temps qui avance, les choses, on les fait plutôt telles qu'on les voyait il y a 5 ans. Enfin, tu vois, par exemple, les sujets autour du bâtiment intelligent, c'est quelque chose qu'on avait en tête il y a très longtemps. Et finalement, on se dit, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on les implémente et c'est comme ça que les gens nous les réclament. Donc, je pense qu'il faut à la fois, bien sûr, se remettre en question, mais il faut garder aussi, on va dire, ses ressentis, ses intuitions de l'époque, parce que même s'il faut les
faut les secouer un peu, les challenger en anglais, tu vois. Il faut les bien mettre à toi. Toi, je crois que tu viens de fêter tes 20 ans, tu m'avais dit. Je pense qu'à 20 ans, tu as plein d'idées, d'idéaux, etc. et qui vont être mis à l'épreuve, mais il faut s'en souvenir, quoi. Complètement. Ok, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et donc, pour finir, je voulais te demander où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour te contacter ou découvrir Carnot ou autre. Oui, alors ils peuvent aller sur notre site, donc Carnot, QARNOT.com. Donc ça leur permettra de découvrir à la fois le radiateur, les chaudières, et puis il y a une partie qui est sur la partie calcul, donc là ils peuvent aller, il y a de quoi essayer gratuitement aussi les services de calcul, donc il ne faut pas hésiter. Et puis il y a tout ce qu'il faut pour me contacter, donc il suffit de l'adresser à Paul Benoît. Ok, super. Merci beaucoup, Paul. Je te remercie pour ton temps. C'était super agréable. Et je te souhaite une bonne semaine et te dis à bientôt. À bientôt, Marc. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, je produis une newsletter personnelle et hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque lundi à 9h, je partage mes réflexions, mes apprentissages et mes activités à travers des emails faits maison. Donc si ça vous intéresse, vous avez 2 possibilités pour vous inscrire. La première, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn en recherchant Marc Alby et vous avez un lien dans ma bio, ou sinon directement en description de l'épisode, un lien s'y trouve. Ensuite, si vous avez apprécié le podcast en lui-même, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou iTunes. Cela aide tous les podcasts à être visibles. Je n'échappe donc pas à la règle. Et enfin, vous pouvez vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, comme Deezer, Spotify et même YouTube. Mais bon, pour être honnête, la meilleure façon de me soutenir, et celle que je préfère, c'est que vous parliez de mon contenu avec votre entourage. Sur ce, je vous dis à lundi prochain dans vos emails ou dans 2 semaines dans vos oreilles. Bonne journée et à bientôt.